Bienvenue sur le podcast des réussites scolaires animé par l'équipe d'orthopédagogie Globetrotters AIDEAR, qui intervient partout dans le monde auprès des élèves francophones. Dans ce podcast, nous voulons mettre en valeur les parcours scolaires atypiques pour mieux comprendre le vécu des élèves et de leurs familles, puis surtout de montrer sous un jour positif que même avec des difficultés ou des troubles d'apprentissage, c'est possible de réussir. Je m'appelle Eugénie Petit-Lédier, je suis franco-canadienne et maman, orthopédagogue, formée à l'Université au Québec en enseignement en adaptation scolaire et sociale et depuis 2012, je travaille avec les élèves francophones à l'étranger. Plus précisément, depuis 2018, en téléorthopédagogie avec AIDEAR. Nous faisons voyager les pratiques d'enseignement et d'apprentissage efficaces pour permettre de mieux comprendre tous les élèves et de les amener à atteindre leur plein potentiel. Bonjour, aujourd'hui dans notre podcast Voyage vers la réussite scolaire, nous accueillons Audrey Fortin, une orthophoniste dévouée, expérimentée, qui se propose de nous parler de son expérience et de son parcours avec les élèves qui ont des besoins éducatifs particuliers. Bonjour Audrey. Bonjour Eugénie. Merci beaucoup de participer à notre podcast. Merci à toi de m'inviter. C'est toujours un plaisir d'aborder des sujets que j'ai d'intérêt. Audrey, peux-tu te présenter, nous dire où tu habites? En fait, moi, je suis au Québec, au Canada, parce que là, je sais qu'on parle avec des gens quand même de différents horizons. Alors, c'est ça, je suis au Québec, au Canada, et j'habite en fait à 45 minutes de Montréal, à Saint-Hyacinthe, une petite région de la Montérégie. Est-ce que tu es originaire de la Montérégie? Non, en fait, je viens du Saguenay. De Jonquière plus précisément, mais j'ai quitté il y a plusieurs années pour venir étudier à l'Université de Montréal en orthophonie, il y a maintenant plus de 20 ans. Et j'ai habité par la suite plusieurs années à Montréal et finalement, l'amour m'a amenée à Saint-Hyacinthe. Ah, j'en apprends moi aussi aujourd'hui. Ouais. Donc, Audrey, tu nous as précisé que tu es orthophoniste. Est-ce que tu veux nous expliquer un peu ton parcours professionnel, avec quels élèves tu as travaillé, dans quel milieu? Ben oui, ça va me faire plaisir. Donc, moi, j'ai travaillé longtemps en milieu scolaire. Je dirais que j'ai quand même le milieu scolaire tatoué sur le cœur. Maintenant, ça doit faire près de 4-5 ans que j'ai quitté complètement le milieu scolaire, mais mon cœur reste là, même si je n'y suis plus. Alors, dans mes 15 premières années en milieu scolaire, j'ai fait beaucoup d'écoles secondaires. Alors, vraiment des contextes un peu inusités. J'aime toujours aller chercher des situations inhabituelles pour m'amener à réfléchir, trouver des façons de faire. Donc, j'ai toujours cherché ce genre de contexte-là. Je travaillais beaucoup avec des jeunes qui avaient un trouble du langage. Donc, à l'époque, on disait dysphasique, maintenant qu'on parle de trouble développemental du langage. J'ai également travaillé dans une école secondaire régulière pour soutenir et développer un service vraiment spécialisé pour la dyslexie et dysorthographie. Je vous dirais qu'à l'époque, c'était vraiment inconnu. On est en 2006 là, quand je parle de ça. Et ça a été vraiment toute une belle expérience où on a mis plein de choses en place, moi et l'orthopédagogue de l'école secondaire, Ginette Bolduc. Je ne sais pas si elle va peut-être entendre, elle est à la retraite et je crois qu'elle profite bien de la vie. Mais ça a été une belle expérience qu'on a réussi à vivre et à faire vivre ensemble là, le service. Alors, voilà pour une bonne partie de mon expérience. Et sinon, j'ai aussi travaillé avec Geneviève Boutin de Finot Éducation, orthopédagogue de formation. On a été quelques années ensemble à un centre de service scolaire, à l'époque, commission scolaire Marie-Victorin, où on a en fait développé un service de consultation un peu comme orthophoniste et orthopédagogue. On soutenait toutes les écoles secondaires pour qu'ils mettent en place des mesures adaptées aux jeunes qui avaient des difficultés en lecture-écriture, dont les fameux outils technologiques. Donc, voilà, et à travers ça, j'ai formé beaucoup d'enseignants, des intervenants, on a accompagné des milieux, j'ai travaillé beaucoup avec les orthopédagogues.
Et depuis maintenant 5 ans, j'ai tout quitté pour plein de raisons et j'ai ouvert ma propre clinique privée à Saint-Hyacinthe où je vois des jeunes de 1 an et demi jusqu'à l'âge adulte. En fait, je dis des jeunes, mais c'est des clients de 1 an et demi à l'âge adulte pour différentes problématiques. Et en parallèle à tout ça, je donne beaucoup de formations, je développe du matériel, je suis toujours active pour trouver des façons de faire intéressantes pour mieux soutenir les jeunes, pour moi faciliter mon travail, l'améliorer. Donc, quand je trouve que j'ai des bons coups, ben, je les partage à travers des formations ou du matériel que je commercialise. Donc, voilà pour mon parcours comme orthophoniste. Très riche, hein? Ouais. De démultiplier tes connaissances. Et ça, c'est tellement intéressant quand on forme, puis qu'on voit après que toutes les prochaines cohortes vont pouvoir bénéficier de ces connaissances-là, de ces bons coups, comme tu appelles. Tout à fait, tout à fait. Puis c'est aussi, moi, le grand plaisir que j'ai, je pense, c'est de lire, apprendre beaucoup, amener plus loin mes connaissances et en même temps les partager à d'autres orthophonistes, orthopédagogues, parents, enseignants, mais les rendre accessibles, donc les vulgariser pour que ce soit bien compris ou du moins au mieux compris selon la connaissance puis l'expérience que les gens ont. Parce qu'on s'entend, un parent ne comprendra pas les notions de la même façon qu'une orthopédagogue ou qu'un enseignant. Donc, le défi est là, puis c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup de plaisir à faire. Et que oui, ça me fait plaisir de savoir qu'ensuite, ça a des retombées sur l'intervention, l'accompagnement des jeunes. C'est toujours ce gain-là que je vise en partageant tout ce que je fais. Ah oui, et c'est très apprécié. Ouais. Les gens sont très nombreux à y assister et veulent y retourner. Non, c'est vraiment bien. Oui. Et Audrey, tu parles beaucoup la complémentarité. Tu as beaucoup travaillé avec des orthopédagogues, toi en étant orthophoniste. Est-ce que tu veux nous expliquer comment tu verrais cette complémentarité-là? Qu'est-ce que tu fais en tant qu'orthophoniste? Comment tu t'enrichis aussi de ce qui est fait en orthopédagogie? Comment tu te nourris? Comment tu nourris l'orthopédagogue aussi? Donc, comment cette collaboration se crée? Mhm. Bien, la question est bonne. Je te dirais que c'est toujours une situation selon le contexte dans lequel je me trouve. Donc, c'est sûr que je vais plus me référer à l'expérience que j'ai eue, dans le sens où, à Père Marquette, quand j'ai développé le service en dyslexie d'orthographie avec l'orthopédagogue, c'est certain qu'à partir de cette situation-là, ben, on a vraiment réussi, je pense, à aller chercher chacune les expériences, les connaissances qu'on avait pour essayer d'envisager un service possible. Donc, dans le contexte où j'ai quelqu'un, ben après ça, on va aller chercher ses forces, ses connaissances, son expérience. Ginette avait quand même une très grande expérience, connaissance de la clientèle. Et avec cette expérience-là, et comme on parlait aussi, il y a beaucoup la notion de dimension pédagogique, académique. Donc, tout ce que je peux aller chercher à ce niveau-là avec les orthopédagogues pour mieux comprendre, mieux organiser, alimenter aussi mes interventions, orienter mes interventions, c'est ce que je vais aller chercher. Puis, à l'inverse, je pense qu'avec les connaissances ou le regard que je peux avoir comme orthophoniste, plus en lien avec le langage oral et tout ce que ça peut avoir comme impact ou comme impact positif ou négatif, hein, parce que des fois, les forces langagières vont vraiment avoir un impact favorable sur les habiletés en lecture-écriture. Donc, d'amener cette perspective-là, puis d'essayer au final qu'on arrive à offrir un service qui est adapté aux jeunes qu'on a devant nous selon les difficultés puis les forces qu'ils ont. Donc, je pense que c'est vraiment, en tout cas, ce que j'encourage, c'est vraiment de regarder les forces de chacun, les expériences, puis de s'alimenter un et l'autre pour arriver à offrir le meilleur service possible pour les jeunes, parce que c'est toujours dans cette perspective-là. J'espère que les gens travaillent et collaborent. Est-ce que tu as des questions types, alors pas toutes, et puis on ne pourra pas tout cerner aujourd'hui, mais quelques questions types qui nous aident à diriger justement si l'élève, dans ce cas-ci, s'il y a la possibilité de voir l'orthophoniste ou l'orthopédagogue, il y aurait un avantage, plus de bénéfices à voir l'un et l'autre. Est-ce qu'il y a des situations comme celle-ci? Ben, c'est sûr que, disons qu'on est dans un monde idéal, comme tu dis, j'aime beaucoup ça parce que la réalité n'est pas toujours
bon, on ne peut pas toujours tout choisir et avoir comme un monde idéal. Donc, dans un monde idéal, comme tu le dis, c'est sûr que je pense qu'il y a des éléments qui peuvent nous amener à prendre des décisions. Encore une fois, ça dépend des gens, hein, de leur expérience, leur aisance avec la problématique. Par exemple, le langage écrit, c'est pas tous les orthophonistes qui sont à l'aise avec le langage écrit. Ça peut être un jeune du 3e cycle primaire, mais l'orthopédagogue sera pas à l'aise. Donc, il y a plein de petits éléments comme ça qu'on peut prendre en compte. Mais si on regarde d'une façon plus large, je dirais que c'est encore une fois, on va revenir sur les mêmes dimensions qu'on parlait tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des gains à aller chercher ou à faire bénéficier le jeune d'une intervention en orthopédagogie? Bien, peut-être davantage s'il y a une perspective au niveau des connaissances académiques, donc vraiment des éléments spécifiques sur les notions pédagogiques qu'on voit qui seraient plus pertinentes de travailler. C'est fort possible qu'il y ait quelque chose à aller chercher à ce niveau-là. Par contre, c'est sûr que quand il y a une dimension orale, ben là, c'est toujours de voir, OK, possiblement que l'orthophoniste pourrait mieux intervenir ou prendre en compte la dimension orale s'il y a des éléments problématiques, bien sûr, pour travailler au niveau du langage écrit. Mais je pense quand même qu'il y a des terrains ou vraiment des zones qui sont clairement partagées entre l'orthopédagogue et l'orthophoniste. Donc, les deux, c'est pas qu'il y en a une qui est moins bonne que l'autre. Et c'est plus qu'ils vont avoir aussi un regard différent sur la façon de travailler. Donc, toujours dans une perspective plus pédagogique ou langagière, mais il y a des choses que toutes les deux peuvent très bien faire. Donc, bref, ça va beaucoup dépendre, je dirais, de l'enjeu langagier oral. Mais sinon, avec la compétence des gens, une ou l'autre, selon le contexte, ça pourrait très bien être aidant. Il y a la dimension aussi de la création du lien de confiance. Si on commence avec un intervenant, Oui. parfois on aime continuer de rester avec le même référent du dossier, puis de se nourrir, comme tu expliquais très bien tout à l'heure, de notre collègue pour garder ce lien qu'on a avec l'enfant parce qu'il n'y a peut-être pas un très grand intérêt à changer d'intervenant pour accueillir si peu en connaissance, si voilà, l'orthophoniste qui s'entraide avec l'orthopédagogue, par exemple, ou l'inverse. Tout à fait. Mais c'est sûr que c'était, dans le fond, dans la perspective où on a un jeune qui n'a pas encore commencé de suivi et on a le luxe de dire orthophonie ou orthopédagogie, mais on peut prendre ça en compte. Mais c'est certain que si le jeune est déjà suivi par l'orthophoniste ou par l'orthopédagogue, une et l'autre, je crois, vont vraiment gagner, encore une fois, pour le bénéfice du jeune, se consulter, amener une couleur, la perspective. Donc, juste, OK, ben dans tel élément, je vais parler pour moi dans le sens où c'est plus facile de faire des mises en garde quand il y a un enjeu langagier, d'expliquer à l'orthopédagogue qu'est-ce que ça peut venir faire dans l'intervention, telle problématique langagière. Donc, de juste faire attention, avoir des attentes différentes, travailler autrement. Donc, c'est dans cette perspective-là, je pense qu'on peut se nourrir une et l'autre sans dire que tout le monde doit avoir tous les jeunes. Je pense que c'est malheureusement pas possible avec la quantité de jeunes qui ont de grandes difficultés. Donc, c'est de voir comment on peut aller chercher les richesses de chacun des professionnels. Puis là, on parle d'orthopédagogie, orthophonie, mais c'est certain qu'on peut penser à des psychologues aussi, des ergots. Donc, comment se nourrir de ces professionnels-là simplement pour améliorer ce qu'on fait avec les jeunes sans nécessairement les référer aux professionnels parce que, bon, c'est pas toujours réaliste de voir 3 ou 4 professionnels. Beaucoup d'attentes, des fois sur les listes. Donc, c'est Beaucoup plus d'attentes. efficace de continuer à faire une intervention si on a la capacité d'aller chercher une formation ou une entraide avec quelqu'un, toujours en se recentrant sur ce qu'on veut, notre objectif, qui est commun à toutes ces professions-là. Tout à l'heure, tu nommais les ergos, les psychologues, les neuropsys, il y en a plusieurs, donc je voudrais que tout le monde se sente impliqué. Je ne veux pas te les nommer, j'en oublie certainement. Non. Il y a des psychomotriciens, il y en a plusieurs, mais notre objectif, c'est que l'enfant se sente mieux pour le long terme. Donc, oui, dans ses apprentissages, oui, à l'école, son épanouissement scolaire, mais c'est aussi lui, en tant que personne, qui se développe et qui fait des apprentissages. Donc, on sait que le langage est omniprésent et il est essentiel pour ensuite être capable de suivre toute sa scolarité, mais aussi après, dans ses relations sociales, dans sa famille.
Tout à fait, tout à fait. Donc, et j'aime bien que tu amènes ça dans une perspective humaine, hein. C'est des personnes à part entière et je pense il ne faut pas voir ça comme je travaille uniquement le langage et si le langage va bien, tout va bien aller. J'ai pas cette façon de travailler non plus. C'est certain que je garde toujours mon champ de compétences en tête, hein. Je vais pas m'improviser autre chose que je suis pas, mais je pense que d'avoir une vision plus globale de la personne pour ajuster tout ce qu'on fait en sachant nos limites, c'est effectivement la meilleure façon qu'on peut accompagner les jeunes pour leur donner le maximum. Toi, en tant qu'orthophoniste, est-ce que tu veux nous expliquer ton rôle, tes expériences, comme tu parlais que tu interviens avec des enfants de 1 an jusqu'à l'âge adulte? Alors, c'est très varié. Est-ce que tu veux nous expliquer en tant qu'orthophoniste quel type d'intervention tu peux être amené à faire? Donc, il y a des interventions, mais il y a aussi des évaluations. Je vais y aller de façon quand même assez générale. On pourrait aller dans le détail et y en parler pendant 3 jours. Donc, comme tu disais, évaluation et intervention, c'est généralement là, les 2 grands mandats qu'on va avoir. Même chose pour l'orthopédagogue, en fait, parce que l'intervention peut prendre différentes formes. Hein, si je pense comme à l'orthopédagogue, c'est possible d'aller faire de la stimulation en classe, c'est possible de faire des ateliers de sous-groupe comme orthophoniste ou de travailler de façon plus individuelle avec une personne pour justement viser des améliorations. Et là, les améliorations peuvent être à différents niveaux, s'exprimer, comprendre, interagir, apprendre à lire, écrire. Et là, ça peut aller très, très loin jusqu'à la réussite académique là, de l'écriture du texte argumentatif de 5e secondaire. On peut aller aussi loin et aussi précis que ça. Donc, l'important, c'est toujours de s'ajuster aux besoins du client pour répondre à ses besoins le plus possible et l'aider à cheminer dans son quotidien selon ses intérêts, ses aspirations, ses besoins. L'autre grand volet, c'est l'évaluation. Donc, c'est certain qu'on est appelé souvent à poser des diagnostics, conclusions orthophoniques. Alors, ça, c'est un autre gros morceau. C'est quelque chose que je fais quand même beaucoup. Autant à partir de 1 an et demi, c'est sûr que c'est plus délicat chez les très jeunes, jusqu'à l'âge adulte. Souvent, en fait, le champ de compétences pour l'orthophoniste, ça va être la dyslexie, dysorthographie, le trouble développemental du langage, anciennement appelé dysphasie. Donc, c'est les principaux éléments qu'on va regarder et diagnostiquer, mais c'est certain qu'encore une fois, on regarde la personne de façon globale, entière, puis on peut référer à d'autres professionnels aussi là, suite à nos observations si on voit qu'il y a d'autres choses qui sont plus difficiles un petit peu, puis qui sortent peut-être de notre champ de compétences. Il y a vraiment différentes sphères aussi. Moi, j'avais vu une orthophoniste parce que j'avais perdu la voix. Alors, je sais qu'il y a des orthophonistes qui ont différentes spécialités ensuite, à la suite d'un AVS, je pense aussi que vous intervenez. Donc, il y a vraiment plusieurs angles qui ne sont pas toujours liés à la scolarité. Tout à fait. Et là, on tombe dans un domaine où moi, je travaille beaucoup moins. Donc, même il y a des gens qui me demandent des services pour des problèmes avec la voix, ça peut être le bégaiement. De plus en plus, on entend aussi parler de féminisation de la voix. Donc, il y a vraiment là plusieurs possibilités. Les AVC, effectivement, ça peut entraîner des problèmes importants au niveau de la communication. Donc, outre le monde de la scolarité, c'est clair que l'orthophoniste dans le milieu de la santé va être une ressource aussi importante là, pour accompagner les gens. Est-ce que tu aurais un message pour nos auditeurs? Parfois, on se questionne ou on voudrait faire le meilleur pour les jeunes, mais j'invite les gens à regarder beaucoup le contexte dans lequel ils se trouvent pour déterminer, bon, est-ce que c'est l'orthophoniste, est-ce que c'est l'orthopédagogue? Plus dans la perspective de comment on va mieux répondre aux besoins des jeunes à la lumière des ressources qu'on a autour de nous et d'essayer à la lumière de tout ça de faire la meilleure collaboration pour offrir le meilleur aux jeunes selon la situation dans laquelle on est. Donc, tant mieux si l'orthophoniste et l'orthopédagogue peuvent toutes les 2 travailler avec un jeune, s'accompagner, se parler là-dedans pour se compléter et se faire un travail adéquat. Mais si c'est pas possible, comment aller chercher les compétences de un et l'autre pour se nourrir et finalement mieux aider le jeune à la lumière de ses besoins. C'est quelque chose qui m'interpelle beaucoup. De prendre en considération la situation puis de se permettre de collaborer de différentes façons
pour offrir le meilleur service possible. Est-ce que tu as eu une expérience d'un enfant qui a vu l'orthophoniste, donc toi, et l'orthopédagogue en même temps? Est-ce que c'est une situation qui peut arriver? Ça m'arrive souvent. Alors, étant donné que je suis en clinique privée, là, je ne parlerai pas des jeunes que j'évalue parce que ça, c'est très courant, l'orthopédagogue avec l'enseignante qui vont référer en orthophonie pour une évaluation. Donc, ça, donc c'est moins inhabituel. Mais c'est très courant aussi que je suive des jeunes à ma clinique privée, donc en intervention, et que parallèlement, il y a un suivi qui se fait à l'école en orthopédagogie. Donc, je dirais qu'à ce moment-là, ben, on essaie de voir comment une et l'autre, on va se compléter. C'est certain que je vais miser pour que le jeune ait le maximum de services possible. Et souvent, ce que je fais, comme je connais le milieu scolaire, je sais que des fois, il y a une structure, il y a une organisation, mais l'orthopédagogue, elle a le mandat, par exemple, d'outiller le jeune avec les outils technologiques, ou elle a le mandat de faire un bloc en lecture en orthopédagogie. Donc, j'ai tendance à bonifier en fait l'offre. Donc, soit soutenir le travail de l'orthopédagogue à travers mes rencontres en orthophonie. S'il y a d'autres éléments langagiers, je le fais. S'il n'y a pas d'autres éléments langagiers, mais je peux travailler sur autre chose. Donc, j'ai tendance à vraiment m'ajuster puis à laisser davantage l'école un peu diriger tout ça. Puis moi, je viens soutenir à différents niveaux complémentaires ou en soutien, un appui supplémentaire au travail qui est fait à l'école. Donc, on essaie de s'ajuster de cette façon-là. Très intéressant. Est-ce que tu as des élèves qui ont donc toujours un diagnostic lorsqu'ils ont une intervention? En fait, en orthophonie, on est obligé d'évaluer pour ensuite intervenir. C'est pas nécessaire que ce soit moi, Audrey Fortin, qui a évalué le jeune que je rencontre, mais il doit avoir une évaluation en orthophonie et en plus qu'on juge suffisamment récente pour nous guider dans nos interventions. Donc, c'est sûr que c'est possible qu'il y ait eu un diagnostic dans le rapport d'évaluation et qu'on fasse un suivi. Par contre, c'est possible aussi qu'il y ait simplement une hypothèse ou qu'il y ait des difficultés, mais que ce ne soit pas assez important pour qu'on ait pu statuer. Et là, il va y avoir un suivi malgré l'absence de diagnostic parce qu'on va avoir quand même les données qu'il faut pour accompagner le jeune. L'important, en fait, le diagnostic, c'est une étiquette qu'on décide de mettre. Qui n'est pas une mauvaise chose, mais qui n'est pas la finalité, à mon avis. L'important, c'est de bien connaître les forces, les défis, cibler sur quels défis on doit accompagner les jeunes. Donc, c'est ce qui est essentiel en orthophonie quand on travaille avec les jeunes, avec ou sans diagnostic. Effectivement, c'est quelque chose qu'on voit des fois. On nous demande, mais est-ce que ça vaut la peine de faire une évaluation? Parce qu'ensuite, mon enfant sera étiqueté. Et certains parents, effectivement, nous posent cette question-là, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire parce que je ne suis pas prêt, ou sans le dire, on comprend que la famille n'est pas prête à aller faire une évaluation parce qu'il pourrait y avoir un mot, donc comme tu dis, une étiquette qui soit mise sur son enfant, puis après de la communiquer à l'école. Des fois, on pense que l'enfant va être stigmatisé. Mais toi, tu y vois des avantages, bien sûr, à l'évaluation? J'y vois des avantages, honnêtement. Encore une fois, je suis très pragmatique. Donc, j'ai tendance à regarder la situation. Qu'est-ce que l'école en dit? Parce que chaque école a un peu son fonctionnement. Le centre de service scolaire dans lequel le jeune est scolarisé aussi. Il y a des parents qui me disent, si on n'a pas de rapport, on n'a pas d'aide à l'école. Donc, c'est clair qu'à ce moment-là, j'y vois un gain immense. Pas de mettre une étiquette, mais d'évaluer les forces et les défis, puis de les qualifier pour ensuite recommander. Puis généralement, oui, une étiquette va venir avec ça. Donc, le gain est là. Mais c'est certain qu'un parent qui me dit, ben moi, mon enfant, il a toute l'aide qu'il faut. L'orthopédagogue, elle met tout en place. Je suis en communication avec l'orthopédagogue. Je sais qu'elle est en train de tout mettre en place. Je dis aux parents, c'est pas essentiel. Si vous sentez que on est en contrôle de la situation, que l'école ne vous dit pas que c'est essentiel d'avoir l'évaluation pour l'étiquette, ben c'est correct. On n'est pas obligé. Donc, encore une fois, c'est la situation. Puis, il y a des parents ou des jeunes qui vont dire, ben moi, j'ai besoin de comprendre. Moi, j'ai besoin de savoir. OK, ben si tu as besoin de savoir, là, ça vaut la peine de pousser la réflexion. Il y a même des jeunes parfois qui viennent assez tard, là, des jeunes adultes. Je viens juste pour mieux comprendre. J'en ai pas besoin pour l'école.
J'en ai pas besoin pour mon quotidien, mais là, je veux savoir ce qui se passe avec moi parce qu'il y a trop de choses qui accrochent. Donc, selon les situations, encore une fois, ben, on pourra déterminer. Mais c'est sûr que si le milieu exige, même si on pourrait faire un débat long et très documenté sur est-ce que l'école doit exiger un rapport? Non. Il y en a qui le font, donc, ben, si c'est ça la condition, je trouve que c'est important. Mais sinon, ça peut être très personnel et contextuel. Puis un parent qui n'est pas prêt quand son enfant a 8 ans, mais qui l'est à 12 ans, c'est correct aussi. Euh, donc, c'est ça. Je pense qu'on est avec des êtres humains, il faut juste voir les situations puis voir l'impact que ça va avoir, soit sur la personne ou sur sa réussite, peu importe là, les enjeux. De mieux se comprendre, de mieux s'accepter, hein. C'est beaucoup ça. Ça va nous permettre de mettre des mots sur peut-être une douleur, sur plusieurs échecs qu'on a eus, donc de confirmer, de clarifier que tout va bien, mais peut-être qu'on a des points spécifiques à aller travailler, puis de s'appuyer aussi sur nos forces et nos capacités. Tout à fait, tout à fait. Et c'est quelque chose que j'essaie énormément de faire quand je fais des évaluations avec les jeunes. J'ai pas ma liste de forces que je nomme, mais quand je rencontre des jeunes, souvent assez tardivement, bon, j'en ai des très jeunes, mais j'aime beaucoup relever les forces puis dire tout ce que tu as réussi à faire, là, tu es rendu à, je sais pas, 10 ans, 12 ans, des fois 18 ans, tout ce que tu as réussi à faire, malgré, tu as toujours été la même personne avec le même diagnostic, même s'il n'était pas identifié. Tout ce que tu as réussi à faire, ne le néglige pas. Tout ce que tu as réussi à trouver comme stratégie, moyen, et là, c'est là que les résultats aussi peuvent m'aider, la logique. Des fois, il y a des jeunes qui ont une mémoire impressionnante. Bref, c'est d'aller chercher ça aussi pour exactement mieux se connaître dans ses défis, mais aussi ses forces. Donc, j'essaie de transmettre ça aux jeunes lorsque je fais l'évaluation. Je trouve ça important. C'est essentiel, hein? C'est des Ouais, piliers ensuite pour pour réussir, s'en appuyer. tout à fait, puis de le transmettre aussi à l'école. Donc, je dirais que moi, une des choses que j'apprécie énormément au privé, parce que mon cœur est en scolaire, mais je ne suis pas dans le milieu et je sais que ça a ses limites, mais je sais que les orthopédagogues reçoivent mon rapport, le traitent et vont vraiment aller chercher l'information essentielle, du moins je le souhaite, mais j'ai quand même beaucoup confiance pour justement mettre les bonnes choses en place pour les jeunes. Donc, c'est très rassurant pour moi. Donc, c'est pas juste avec le jeune que je le fais, c'est aussi avec le milieu, même si j'ai pas un contact direct par l'entremise de mon rapport. Parce que tu sais qu'ensuite, dans l'école, avec l'orthopédagogie, il y a juste une application dans les apprentissages par l'entremise de ton rapport. Donc, elle est là aussi, Oui. cette collaboration-là. Tout à fait. Puis l'orthopédagogue, ensuite, je pense, peut, même s'il y a des enjeux langagiers, puis qu'il n'y a pas d'orthophoniste dans son école, va pas dire, ah, je touche pas à ça. Là, j'ai un rapport, il me donne des informations. Donc, va pouvoir aussi transmettre l'information essentielle à l'enseignante pour qu'en classe, ça se passe le mieux possible, que ce soit une dyslexie, dysorthographie ou un trouble de langage. Donc, je suis vraiment rassurée dans cette perspective-là. Je sais que c'est la gardienne des besoins des jeunes. Donc, ça me rassure, même si je ne verrai pas la suite des choses pour les jeunes, pas nécessairement, du moins, là, tout dépendant des jeunes, si je les suis ou pas, mais c'est rassurant. J'aime ça, comment tu dis ça, la gardienne des jeunes avec des besoins, Oui, l'orthopédagogue. J'avais entendu la semaine dernière, lorsque j'ai fait un live avec Marie-Sophie Guillemette, elle appelait les orthopédagogues les ninjas de l'école. Je trouvais ça bon aussi. C'est ça, c'est une oui. autre lunette, mais c'est tout à notre avantage de collaborer ensemble. Tout à fait. Et puis la réalité, c'est qu'il y a il y a plus d'orthopédagogues dans les milieux que des orthophonistes. Les orthophonistes sont au compte-gouttes, donc je pense que c'est vraiment, les orthopédagogues sont des personnes clés pour vraiment s'assurer, pour en avoir le double, je pense, puis ce serait pas de refus, là. Il y aurait encore beaucoup de travail dans les écoles. Mais bref, ils sont là, sont importantes, puis je pense que oui, il faut les nourrir, puis faut s'appuyer aussi sur leur présence, puis leur faire confiance, pas juste s'appuyer, mais leur faire confiance là-dedans. Puis oui, miser sur elles parce que c'est vraiment vous êtes des personnes importantes, là. C'est clair. Puis les parents aussi, je pense qu'ils sont rassurés. Honnêtement, moi, les parents m'en parlent, puis j'ai l'orthopédagogue, puis tu sais, pour eux, ils se sentent accompagnés par un professionnel, soutenu, outillé, guidé.
Donc, c'est aussi une marque de confiance. Puis vous avez un regard particulier sur les situations. C'est une des choses, je pense, qui fait que j'apprécie beaucoup former, rencontrer les orthopédagogues. Ça m'arrive de le faire aussi avec les enseignants, mais j'aime le regard particulier, la compréhension des troubles, puis des enjeux que ça a sur les apprentissages. Je pense que l'orthopédagogue est la meilleure personne pour en parler, là. Outre, bon, des psychologues, des orthophonistes, mais c'est des personnes qui sont là ponctuellement dans les milieux. Donc, c'est pour ça que je parle de l'orthopédagogue qui, je crois, à tous les jours avec les profs, peuvent amener cette couleur-là, puis c'est très précieux. Une sensibilisation exactement routinière, donc sur le terrain pour faire un rappel, le rôle un peu de conseil. Alors, on n'est pas conseiller pédagogique du tout, mais ce rôle-là d'être ensemble pour, par exemple, des pratiques universelles ou de toujours avoir ce regard de l'élève qui a un trouble d'apprentissage, comment on peut faire en sorte qu'il soit en situation de réussite dans ce contexte pédagogique-là que tu veux mettre en classe. Tout à fait. Puis comme vous connaissez bien les jeunes, vous travaillez souvent en individuel avec eux, ben, ça fait que c'est plus facile aussi de suggérer, d'entrevoir des options pour les suggérer aux enseignants. Bref, je pense que c'est vraiment une belle richesse, puis il faut l'exploiter. Merci beaucoup, Audrey. Quel plaisir de t'écouter. Ça me fait plaisir. Merci de l'invitation. Au plaisir, Audrey. Bonne journée. Bonne journée. C'était Eugénie d'ADR, l'orthopédagogie globe-trotteuse, toujours prête à vous aider à fleurir et à grandir par notre profession, partout où que vous soyez. À bientôt pour un nouvel épisode. Écrivez-nous pour nous raconter vos belles réussites. On a hâte de vous rencontrer.